Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Le Monaco Yacht Show, c'est elle. C'est une figure clé de l'un des événements les plus prestigieux de l'industrie mondiale du yachting. Elle navigue entre excellence et innovation pour proposer chaque année une expérience toujours plus exceptionnelle à ses visiteurs. Et ses exposants, bien sûr. Notre invitée du jour est la directrice générale du Monaco Yacht Show. Bonjour Gaëlle Tallarida. Bonjour Geneviève. Gaëlle, je disais innovation, remise en question. Il semblerait quand même que quand on dirige, ou en tout cas on travaille pour le Monaco Yacht Show depuis plus de 20 ans, on a son lot d'idées pour le faire évoluer quand même. C'est, je pense, impératif. Un événement, c'est dans le mot événementiel. Événementiel, c'est un événement. Et un événement se doit d'évoluer. C'est sa survie, c'est son ADN de pouvoir s'adapter à un marché, s'adapter aux tendances, répondre aux demandes à la fois des exposants et des visiteurs qui viennent les rencontrer. Ah oui, parce que, allons-y tout de go, l'événementiel, c'est votre passion ? Oui, c'est vraiment ma passion. C'est que j'ai lu quelque part. Voilà, choisi. J'ai lu quelque part que vous étiez vous faisiez partie dans votre école. Vous êtes au Schema, hein, et vous êtes organisatrice du festival de théâtre des grandes écoles. Ça s'invente pas quand même. Et bien c'est l'élément fondateur de ma carrière. C'est-à-dire que j'ai eu cette occasion quand j'étais dans école de commerce. Il y avait les écoles de commerce, il y a beaucoup d'associations. Il y a une vie associative assez dense. Et on peut choisir d'être membre du bureau des élèves, membre du bureau des sports. Il y a des différents clubs, inter-entreprises, des choses comme ça. Et dans le Schema à l'époque, il y avait ce comité d'organisation d'un festival des grandes écoles de commerce et d'écoles d'ingénieurs. Donc ils organisaient un festival. C'était inter-école, c'était pas que votre groupe. Ah, tout à fait. C'est-à-dire qu'on était organisateur d'un événement qui avait lieu une fois par an et qui réunissait les troupes de théâtre des grandes écoles françaises, francophones, Belgique par exemple, et aussi des écoles d'ingénieurs, qui venaient pendant une semaine faire des représentations théâtrales. Et on était en charge de l'organisation de la manifestation, trouver des budgets, définir un format, trouver des partenaires, attirer un jury de professionnels du métier qui descendait à Sofia à l'époque pour pouvoir juger et élire la meilleure troupe de théâtre. Et c'est là que vous avez été piqué par le virus, en fait. Complètement. En fait, quand je suis rentrée dans l'école, j'ai eu l'occasion juste, puisque au moment du festival, ils demandent aux étudiants de s'investir. Il y a plein d'équipes différentes. On choisit qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Et cette année, la première année, donc j'ai juste rejoint l'équipe la semaine du festival pour donner un coup de main. C'était, ça s'invente pas, c'était tout ce qui était logistique. Ça s'appelait l'équipe des runners, donc celui qui trouve tout ce qu'on a besoin en dernière minute. Qu'il fallait courir partout, aller en ville, bien évidemment, souvent sans trop de budget, réfléchir à comment on pouvait aider. Être créatif, quoi. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai eu tout de suite, j'ai adoré faire ça. Et je me suis dit, alors là, avant la fin de mon école, donc 3 ans, je ferai partie du membre du bureau organisateur. Et c'est ce qui s'est passé. On est coopté, donc on est élu par les autres étudiants. J'ai bien évidemment fait le festival l'année 2. Et l'année 3, j'ai fait partie du bureau organisateur. Et on a en plus complètement changé le projet. On a fait évoluer le projet, on a réduit la durée parce qu'on avait du mal à quand même accueillir du monde pendant une semaine, puisque c'est un festival avec des représentations théâtrales qui sont ouvertes au public, puisqu'il faut attirer du public, vendre des tickets. Voilà. Donc on a changé le format, on a transporté la manifestation dans le centre des congrès de Jean Lépin, alors qu'avant c'était à l'école, donc plus intimiste, on va dire. Au lieu d'un seul professionnel, parce que j'avais aussi cette chance d'avoir un réseau, j'ai réussi à faire descendre un jury complet. À l'époque, il y avait au moins 5-6 professionnels reconnus du théâtre. Vous avez fait comme pour le yacht show, quoi. Vous l'avez complètement transformé. Alors, j'étais pas toute seule, mais oui, c'est vrai, on était, je crois, à l'époque, c'est un bureau, on devait être à peu près 6 personnes. Mais on a changé. J'ai fait appel à des écoles, par exemple, à des lycées professionnels pour pouvoir maquiller les équipes, les habiller, proposer des accessoires. Le lycée professionnel horticole de Antibes pour faire des décorations florales. Donc, en fait, on a fait réfléchir on a fait marcher nos méninges pour essayer d'améliorer la manifestation, trouver des budgets, parce qu'à l'époque, ça représentait, je dirais, à peu près l'équivalent de 80 000 € aujourd'hui.
Ah oui, c'est en quand même, budget. c'est Donc quand même pas mal. Hein. c'était un gros truc. Voilà. Ouais. Et c'était à la fois passionnant et un vrai projet comme une entreprise, en fait. Et clairement, ça a été clairement ce qui m'a permis de dire ce métier, je veux le faire. Et aussi une magnifique clé et une expérience que j'ai pu vendre quand j'ai cherché du travail. Parce que j'avais, pas toute seule, certes, bien évidemment, mais de toute façon, l'événementiel, c'est un travail d'équipe. C'est jamais une personne toute seule. Ça a été de dire, ben voilà, moi, je sors d'une école. Je suis une étudiante parmi tant d'autres avec des diplômes, mais j'ai fait ça. J'ai fait ça avec une équipe. En fait, c'était déjà une expérience professionnelle, quoi. Complètement. C'était En déjà, doublon, voilà. puisque c'était sur nos temps. C'était presque de l'alternance avant l'heure. Hein. Oui, c'est ça. C'était sur notre temps personnel à côté des cours. On avait carte blanche. Après, voilà, on n'avait pas de personne pour nous dire il faut faire ci, il faut faire ça. On était en totale autonomie. Et alors, ça, c'était... Ah, il n'y a pas que l'événementiel qui vous a piqué alors, hein, parce qu'il y a aussi une certaine forme de leadership dans ce que vous m'expliquez. Je sais pas, alors... mon caractère, on m'a toujours dit que j'étais un peu à la maison. Un peu dirigiste. Un peu dirigiste, quand même. Bah, il faut, mais faut. Je savais pas forcément ce qui m'attendait par la suite. En tout cas, je pense que du caractère, il faut en avoir de toute façon. Une envie de se lancer et de foncer en mode on y va. Et c'est pas qu'on se pose pas de questions, mais on y va. Oui, ça me définit clairement. Ouais. Ça me définit. Parce que quand vous arrivez à l'organisation du Yacht Show, c'est votre premier job ou pas ? Alors, oui, et c'est même... j'y étais déjà avant d'avoir fini mes études. Parce qu'en fait, j'ai fait un stage en moitié de mon année d'école de commerce. D'accord. Pas pour le Yacht Show, pour un autre événement à l'époque. Et ensuite, l'année d'après, quand j'ai été diplômée... Luc Pétavino, qui m'avait vu travailler l'année d'avant quelques mois, m'a appelé en me disant... Luc, toujours à l'affût des talents. Hein. Voilà, et en tout cas, il m'avait dit, écoute, moi j'ai besoin de quelqu'un. Le Yacht Show à l'époque était tout petit. Ils étaient que 2. Ils travaillaient pas toute l'année sur le projet. Ils travaillaient à peu près 9 mois par an. Il m'a dit, écoute, là, l'été, là, j'ai besoin d'un coup de main. Est-ce que tu peux venir nous rejoindre ? Et je venais d'être diplômée. J'ai dit, oui, bien sûr, je fonce, j'y vais. Et j'ai fait 3 mois avec lui l'été 98. Mais il m'avait dit, écoute, je te promets pas, derrière, je peux pas t'embaucher. C'est pas encore assez développé pour avoir une équipe de 3 personnes à l'année. Et en attendant, du coup, en même temps de faire ce travail d'été, on va dire, j'ai trouvé du travail à Cannes dans un autre projet, dans une société qui montait un salon. Et donc, dès que j'ai fini le Yacht Show, je suis partie travailler à Cannes quelques mois, avant que Luc me rappelle au printemps suivant en disant ça y est, c'est bon, je peux t'embaucher à l'année. Et du coup, je suis revenue. Le Yacht Show, c'est une grande aventure ? Oui. Alors, ça paraît un peu trivial comme question quand je vous dis ça, puisque ça fait plus de 20 ans que vous y êtes. Mais c'est mon 25e Yacht Show cette année. Non, pas 25e Yacht Show, c'est mon 25e anniversaire de travail dans cette entreprise. Bah oui, donc même plus que... Voilà. C'est quand même... Voilà, c'est une partie de votre vie. Donc ça paraît trivial quand je vous dis c'est une grande aventure, mais ce que je veux dire, c'est que... Voilà, vous l'expliquez, hein, vous dites quand j'arrive, c'est pas encore tout à fait développé. Le Yacht Show qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même pas le Yacht Show de 98, quoi. Non, vous n'arrivez pas dans un truc qui est installé, voilà. En fait, c'était à l'époque, et c'est ça qui a été passionnant, c'est de faire partie d'une aventure qui était assez jeune. C'était le 8e Monaco Yacht Show. À l'époque, c'est un salon qui n'avait pas vraiment encore une renommée internationale. Ça débutait à peine. On était axé beaucoup sur le monde du brokerage, principalement. Ouais. Et c'est l'année où on a commencé à attirer les chantiers, les grands chantiers internationaux. On a bénéficié aussi de l'arrêt d'un salon qui était à Nice, qui était plutôt axé sur tout ce qui était providers, donc tout l'écosystème yachting, fournisseurs, qui s'est arrêté. Et du coup, on a été une occasion de les attirer au Yacht Show. Et de là... De leur proposer une solution, en fait. Tout à fait, leur proposer une solution et d'étoffer le projet en élargissant le type d'exposition au bateau lui-même exposé dans le port, avec tout l'écosystème yachting qui, au fil des années, s'est étoffé et agrandi. Oui, parce qu'aujourd'hui, on parle du Monaco Yacht Show, et souvent... Quand on parle de la période Monaco Yacht Show à Monaco, on dit c'est un peu un deuxième Grand Prix. C'est-à-dire que la ville presque entière, en tout cas toute la partie du port et des alentours du port, vit au rythme du salon, quoi. C'est vrai, c'est vraiment le cas. C'est vrai que c'est la différence du Grand Prix, c'est qu'on n'est pas sur une cible grand public. Ouais.
On est sur Ouais, c'est une cible exclusive. Hein. Voilà. C'est très compliqué de venir, quand on est un touriste lambda, pour aller sur le salon, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, c'est pas le but. C'est clairement pas notre but, puisque nous, on est là en tant qu'organisateur pour répondre aux attentes de nos exposants qui viennent exposer à Monaco dans le but de vendre des bateaux à des personnes qui ont les moyens d'acheter des bateaux ou tout ce qui va avec un yacht. Donc clairement... Et parfois des méga yachts, hein, et des super yachts. Tout donc à fait. Des grands. Parce que quand on dit méga, c'est grand, quoi. Ah ben, on couvre... Le yacht show, c'est vraiment justement... quand on parle du super yachting, le mot super yachting, ça commence pour le bateau de 24 mètres. Ouais, c'est jusqu'à plus de limite, sachant qu'aujourd'hui, on est sur les plus grands bateaux privés sur à peu près, il y a quelques unités qui dépassent 100 mètres. Voilà. Ouais. Donc, on est sur une clientèle très élitiste et notre objectif, nous, on crée un marché, on réunit ces personnes. C'est ce qui fait que 3 jours avant le yacht show, ce n'est pas le yacht show sur le port et 3 jours après, c'est pas le yacht show non plus. C'est pas parce qu'on met des bateaux dans un port que le yacht show est là. C'est parce qu'on a créé qu'on a travaillé et qu'on a construit au fil des années cette place de marché avec ces acteurs qui viennent du monde entier pour présenter leurs produits. Et donc les exposants, c'est vraiment... Ils attendent de nous qu'on leur attire des clients qui les intéressent. C'est qui explique que le prix d'entrée au yacht show est volontairement élevé aujourd'hui avec tout le respect que j'ai pour toutes les personnes qui seraient passionnées, qui voudraient voir des jolis bateaux, mais c'est pas l'objectif du yacht show. C'est pas l'objectif. Nous, on est... C'est un salon d'affaires. Hein. C'est un salon d'affaires et on a énormément de pression de la part de nos exposants pour même voir moins de monde, mais de meilleure qualité. Et c'est ce sur quoi on travaille depuis des années pour développer cette clientèle. Quand ils disent meilleure qualité, c'est des cibles, en fait. Hein. C'est des acheteurs potentiels. En fait. Tout à fait. Ce qu'ils veulent, c'est des gens qui ont le potentiel pour acheter. Tout à fait. Voilà. Exactement. Mais, Exactement. Alors, vous dites, moi j'arrive, on est 3. Aujourd'hui, vous l'expliquez, c'est tout un écosystème. Toute la ville, enfin en tout cas une grande partie de la ville, vit au rythme du salon. Qu'est-ce qui a fait que le yacht show, alors au-delà, hein, vous allez me dire le travail effectivement, mais qu'est-ce qui a fait que le yacht show est passé de ça à ça? Est-ce que c'est l'évolution du yachting? Est-ce que c'est un marché? Est-ce que c'est votre capacité à l'adapter? C'est peut-être un peu tout ça. C'est probablement un mix. Un organisateur tout seul ou une équipe ne peut jamais décider tout seul, décréter qu'un salon est génial et qui va exploser. Et number one, etc. Ouais. Quand on voit souvent, il y a eu des années, au tout début, on était un peu outsider. Quand je compare par exemple au salon de Cannes, on était outsider, on démarrait, on était tout petits, ils étaient déjà plus anciens que nous, c'était déjà un salon plus grand. Et il y a Gênes aussi, hein. Il y a Gênes qui est pas loin, mais c'est peut-être pas la même catégorie. Ouais. Que je compte, pour moi, n'est plus un salon qui peut rivaliser avec ni Cannes ni Monaco depuis bien bien longtemps. D'accord. Mais c'est vrai que Cannes, c'est un super salon mais au moment de la crise de 2008, il y a vraiment une césure, c'est-à-dire que ils sont hyper bons et ils sont dans leur secteur de plaisance, c'est-à-dire petits bateaux jusqu'à 35 mètres à peu près. Voilà. Alors que nous, on sait, après la crise de 2008, il y a eu de là où il y avait beaucoup de clients en commun chez nous avec eux. À partir de 2008, ça s'est séparé, c'est-à-dire beaucoup de sociétés, quand leur cœur de produit était plutôt jusqu'à 30 mètres, ils sont restés en majorité à Cannes et ils exposent au Monaco que leurs grands yachts. D'accord. Je pense notamment au groupe Ferretti, qui vont être hyper présents à Cannes ou Azimut. Et à Monaco, ils amènent des produits différents qui correspondent au marché super yacht. Qui ne mettent pas à Cannes, du coup. Hein. Qui ne mettent pas forcément à Cannes. Et en fait, à ce moment-là, j'entendais Cannes, on est les plus grands, on est les plus anciens, on est les plus ceci. Même un organisateur peut décréter d'être le meilleur. Si ce n'est pas l'industrie qui le reconnaît, de toute façon, il n'y a pas besoin de le dire. C'est-à-dire, c'est plus ça. C'est une industrie qui décrète s'il y a un événement au fil des années, et ça se fait pas en 3 jours, en 3 éditions, en 3 ans, ça se fait sur l'échelle, là, comme nous, on a pu avoir de plus d'une dizaine d'années. Le travail est aussi lié à l'évolution du marché, hein, puisque nous, on est un peu... Moi, je caractérise le travail d'un organisateur d'événements un peu comme un chef d'orchestre. Ouais.
Il est là pour faire, pour que tous les instruments jouent au diapason et à l'unisson. Mais lui-même tout seul, il sert à rien. C'est-à-dire forcément qu'il est en liaison permanente et c'est pour ça qu'on est très attentif aux attentes du marché. Ouais. On répond à leurs demandes et on est à l'écoute des évolutions et de mettre en avant les innovations, qu'est-ce qui intéresse les visiteurs, qu'est-ce qui fait qu'un visiteur qui est peut-être pas aujourd'hui donc fortuné, qui n'est pas propriétaire de bateau, on va lui donner envie d'acheter un yacht. Ça, c'est notre travail de faire que, voilà, on va présenter un événement, des thématiques, organiser des espaces pour leur donner envie de découvrir le secteur et d'acheter. Peut-être au départ un petit bateau ou peut-être faire un charter, louer un bateau pendant une semaine. Et après, parce que ça ne se fait pas immédiatement. La décision d'acheter un 45 mètres, par exemple, elle ne se prend pas en 2 jours. Quoi. Elle se prend rarement en 2 jours. Après, il y a le côté coup de cœur. Quand quelqu'un a déjà eu plusieurs bateaux, ça peut arriver. Mais c'est rare que quelqu'un qui n'a jamais eu de bateau va arriver sur le salon en 2 secondes et dire demain, j'ai signé un chèque. Non, c'est quand même... Il y a quand même une raison dans tout ça. Ouais. Si je vous entends bien, une grande partie... De votre inspiration, c'est regarder, écouter l'industrie du yachting plus que celle de l'événementiel finalement. Parce que pour faire évoluer votre offre et pour coller aux tendances du marché, il faut connaître ce marché en fait. Ah oui, l'événementiel c'est notre métier, pour moi c'est des outils, mais clairement l'équipe est tournée vers le yachting pour pouvoir suivre les tendances, voir qu'est-ce qui est nécessaire de mettre en avant, comme voilà, tout simplement aussi le yachting n'est pas une bulle toute seule c'est une industrie qui est à l'échelle du monde qui est très petite, qui est très visible à Monaco et encore plus pendant le yacht show, mais qui à l'échelle du monde est très petite, mais qui est sur cette planète comme tout un chacun responsable de ce qui se passe, qui est inséré dans une économie qui aujourd'hui est malmenée depuis 2-3 ans avec de l'inflation, avec des conflits internationaux. Et aussi clairement qui doit répondre à des problématiques qui sont les nôtres humains sur Terre, de comment on gère la planète dans le futur, le sujet environnemental. C'est ça. Et ça, c'est pas simple. C'est pas simple. Hein. Il y a deux... Enfin, moi, ça m'inspire 2 réflexions. La première, c'est comment l'industrie du yachting a vécu le Covid, parce qu'il y a quand même... Tout s'est arrêté. Comment ils ont fait ? Alors, construire des bateaux, bouger. La définition même du yachting, on imagine, c'est bouger. C'est de pouvoir passer de lieu en lieu, etc. Donc, on s'imagine que pendant la période Covid, où la planète entière n'a pas adopté les mêmes règles, donc ça devait être compliqué de pouvoir bouger. Livrer un bateau de l'autre côté de la planète, ça ne devait pas être possible. Il y a clairement eu... comme partout, un arrêt presque instantané, à différentes échelles, puisqu'en effet, les chantiers qui produisent des bateaux sont quand même majoritairement concentrés en Europe. Donc, le lieu de production... Majoritairement en Europe. Tout à fait. La production, les nations fortes qui construisent des yachts, c'est l'Italie. L'Italie, la Hollande, la Turquie, l'Allemagne. Donc, les chantiers sont situés ici. Donc, clairement, ils ont été touchés comme toute industrie et il y a eu un arrêt assez brutal pour tout le monde pendant plusieurs mois. Beaucoup de difficultés ensuite d'approvisionnement et ralentissement des approvisionnements pour pouvoir avoir le matériel pour finir les bateaux qui étaient en construction. Mais il y a eu un paradoxe qui a été... je ne sais pas s'ils l'ont vu arriver, mais pour moi, c'était assez imprévisible. C'est de se dire que après cet arrêt, quand le monde a commencé à réouvrir, il y a eu un engouement pour le yacht, pour les personnes qui étaient capables d'acheter des bateaux, mais qui a explosé. C'est-à-dire que ces 2 dernières années, 2021-22, et un peu moins, ça commence à redescendre en 2023, ça a été les années les plus extraordinaires, c'est vrai, historiques de vente de yachts mondiales. Donc en fait... Ah oui, ça a peut-être déclenché cette envie, parce qu'on a l'idée que le yacht rend libre. C'est peut-être ça. Pas exactement la vérité, mais... C'est peut-être pas... Alors, c'est clairement pas la vérité parce que c'est un fil à la patte et c'est une complexité de gestion qui est hors norme et ce sont des entreprises en tant que telles à gérer. Ouais. Donc, mais ce qui est vrai, c'est que ça a offert à un moment où le monde entier était verrouillé, où il y avait des
complexité de déplacement énorme et à différentes échelles au niveau des pays, le yacht a quand même offert pour ces personnes qui ont un rythme de vie, sont des personnes qui ont des yachts, c'est des personnes qui sont souvent chefs d'entreprise, ils sont habitués plus que tout le monde, je dirais, à cette mobilité extrême, pas forcément à bord d'un bateau, mais dans leur vie du quotidien, pour raisons professionnelles, souvent majoritairement, mais aussi pour raisons personnelles, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont facilement se déplacer dans différents pays pour leur travail ou pour les loisirs aussi, retrouver ils sont très liés à des beaux événements aussi, des grands prix. Je pense notamment à des événements luxe comme People Beach en Californie où c'est des collections de voitures, Art Basel à Miami, des grands événements culturels à New York. Donc, c'est des personnes qui toute l'année leur rythme de vie est basé sur le voyage, sur des engagements professionnels très lourds, parce qu'il ne faut pas non plus... Voilà, il y a le côté un petit peu souvent caricature, une personne riche qui passe son temps sur un bateau. La réalité, elle est loin d'être le cas. Parce que pour pouvoir vivre sur un bateau, enfin passer son temps sur un bateau, il faut quand même travailler aussi. Hein. Mais clairement, et puis c'est surtout que finalement, il passe plusieurs semaines, mais pas longtemps. Alors la tendance du Covid a changé ça, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même, je pense, une notion de... On n'est pas infaillible et on est à la fin de l'histoire, on est des humains et on peut mourir demain. Et ça, peu importe qu'on soit riche ou pas, on est tous égaux devant la maladie. Donc il y a un peu eu le côté de on veut profiter. Oui, on est habitué tellement à cette mobilité que là, on est vraiment contraint parce que voilà, on a la chance ici à Monaco souvent d'avoir des personnes, enfin des familles qui ont plus de moyens que peut-être dans d'autres pays qui naturellement, selon leur vie et leur envie, voyagent, mais clairement souvent moins que ces personnalités-là. Ouais. Donc quand on arrête de voyager, on est plus concentré sur cette frustration d'être enfermé, mais on n'est pas en manque de voyage parce que c'est peut-être pas notre quotidien. Alors que eux, oui, et je pense que le yacht a répondu à ce besoin de dire il y a des règles, il y a des fermetures, il y a des règles de pays. Donc là où on peut naviguer, on est chez nous, en famille, on est à bord, on se constitue notre petite bulle personnelle avec nos proches sur notre bateau. On peut quand même profiter, passer un bon moment, sans être contraint par les règles. Ouais. Si on reste sur le bateau, on est bien, on peut profiter de ce que le bateau nous propose. On se déplace. Et probablement un peu le côté on ne sait pas ce qui se passera demain, profitons de Profitons, oui, bien sûr. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai pu entendre. Moi, je partage ce que j'ai entendu de la part des professionnels avec qui on échange au quotidien. Et ça a été, voilà, les 2 années de dingue. Les ventes de bateaux ont explosé. Est-ce que ça veut dire que pour le Yacht Show aussi, ça a explosé ? Est-ce qu'il y a eu plus de transactions sur le salon ou pas ? Alors, ils sont très très discrets sur les chiffres, les transactions. Sur les transactions. Donc on n'est pas toujours informé, on entend de ci de là des infos. Pour moi, le facteur qui est important, alors si on avait pu en tant que Yacht Show, en tant que business model évoluer comme eux ces 2 dernières années, m'en serais vu ravie. Malheureusement, c'est absolument pas le cas. Bien au contraire, puisque on a quand même fait une année blanche en 2020 où on a fait plusieurs millions de pertes et 0 de chiffre d'affaires. Donc c'est pas une étape simple à vivre pour une entreprise. Ça s'absorbe, ça ? Parce que le Yacht Show avait déjà à ce moment-là presque 30 ans, ça a pu s'absorber. Puisqu'on avait... Je suis employée, je suis salariée de cette entreprise, mais je gère cette entreprise comme si c'était mes propres deniers. Donc je suis demandée à mon équipe... une cerbère du dépense. Oui, mais surtout que je suis hyper prudente sur les dépenses. Je fais hyper attention pour tout. Et ce qui fait qu'au fil des années, une entreprise avait un socle solide et qui fait que le groupe Informa, qui est propriétaire de l'événement et de beaucoup d'événements dans le monde, a eu une approche... je pense qu'ils ont très bien géré la crise au niveau international, parce que ça se joue là. Hein. Ouais. Moi, je me disais aussi à l'époque... assez naïvement, c'est bon, de toute façon, je sais que j'ai très bien géré la société depuis des années et on fait très attention à l'argent, mais à la fin de l'histoire, on appartient à un groupe. Donc si le groupe s'effondrait... équilibrer sur voilà, si le groupe s'effondrait, on partait avec. Ça n'a pas été le cas, ils ont pris des décisions qui étaient très complexes, qui me dépassent largement, mais qui fait qu'aujourd'hui, le Yacht Show a passé cette étape-là. Mais on a aussi pris des engagements très forts avec l'industrie pour les soutenir, parce qu'au moment où la crise Covid est arrivée,
on savait pas que derrière allait y aurait avoir ce un boom, grand boom. oui. Donc on a pris des engagements commerciaux de gel de prix, pour qu'ils aient de la tarifs visibilité. d'exposition, Voilà. ouais. Pour les bateaux, ils ont eu de la visibilité. On a gelé nos prix des yachts pendant 3 ans, basés sur l'année 2019, donc même plus, pendant 5 ans, sans non plus pouvoir anticiper que l'inflation allait arriver, que la crise énergétique allait arriver. Donc là, oui, on n'a pas été dans la situation du yachting de ces 2 dernières années. Ouais, vous n'avez pas suivi la même courbe. Pas du tout. Mais on va pas se plaindre, on est encore là. On a un produit qui est qualitatif, qui est reconnu au niveau mondial comme le salon référence du secteur du super yachting. Et c'est ce qui compte. C'est ça, aujourd'hui, le Monaco Yacht Show est en numéro 1 dans le monde pour son créneau ou pas? Oui, parce qu'en fait, c'est le seul salon entièrement dédié au secteur super yachting. En fait, il y a le groupe Informa a acquis d'autres salons, notamment donc en Floride, il y a quelques années en arrière, donc le salon de Miami, de Palm Beach et de Fort Lauderdale. Donc, ce sont des très gros salons très importants sur le marché américain, qui sont hyper renommés également, mais qui sont pas exactement ciblés de la même manière. Ouais. Par exemple, Fort Fort Lauderdale, Lauderdale, c'est pas du tout. c'est énorme, hein. C'est une ville dans la ville. Je crois qu'en termes de taille, je sais pas, ça doit couvrir la moitié de Monaco. Ouais. Mais on est sur un salon qui a une gamme de produits gigantesque. Ça commence véritablement, et je pèse mes mots, à la canne à pêche, jusqu'au super yacht. Mais la section super yacht, en taille, Elle est petite. elle est probablement elle est plus petite que Monaco. Ouais. Mais ça en fait un salon hyper intéressant, et qui est la Floride, c'est une maison naturelle des bateaux. Mais c'est pas le même. C'est très intéressant pour plus que l'Europe. Parce qu'on a quand même l'image d'Épinal. Enfin, on a en tête que le yachting, c'est très européen quand même. En fait, une fois encore, en Floride, c'est le côté, ils adorent la pêche sportive. Ouais. Il y a des bateaux, bien évidemment, il y a les Bahamas et les Caraïbes. C'est une zone géographique mondiale importante pour le yachting. En hiver, les bateaux sont là-bas. En Europe, ils viennent en été. Ouais. Mais c'est ça qui fait la différence avec Monaco. On n'a pas tous nos clients. On a quelques gros, bien évidemment, les sociétés de brokerage et quelques gros chantiers qui vont aux États-Unis, à Fort Lauderdale, par exemple, ou sur Palm Beach. Mais tous n'y vont pas. Et quand ils citent un salon qui, pour eux, s'ils devaient supprimer des budgets, ils se verraient devoir dire je ne peux pas faire tous les salons ou pas tout que je fais actuellement. Celui qui conserverait, en tout cas ce qu'ils nous disent, c'est Monaco. Ah, c'est intéressant ça. Ah oui, carrément. Bah oui, parce que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est on a beau avoir un super produit, si l'industrie vous reconnaît pas, ça sert à rien. Donc là, vous faites la démonstration qu'en fait, l'industrie reconnaît Monaco, quoi. Complètement. Mais Monaco, je l'ai pas encore dit, mais parce que ça vient tellement de fait, c'est que le succès du yacht show, c'est plusieurs piliers. Il y a bien évidemment un marché qui est actif et qui évolue et qui est incroyablement dynamique. Qui est très dynamique. Il y a la place. Et clairement, ce qui fait aussi le succès du yacht show, c'est la place. C'est Monaco. C'est Monaco, ouais. C'est Monaco, cet écrin hors norme qui est reconnu internationalement pour sa sécurité, pour son glamour, pour son lifestyle. Et le port, qui est quand même... quand ils sont sur ce port, ils sont au cœur de la ville, quoi. Tout à fait. Les soutiens indéfectibles du gouvernement, du souverain, qui fait que tout converge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est lié. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. Autant il y a des salons dans d'autres salons à Monaco qui sont organisés, parce que Monaco est un lieu hyper dense en activité événementielle. Mais certains salons qui aujourd'hui sont au Grimaldi, qui adorent Monaco pour aussi ses attraits, ce côté qu'on vient de citer. On pense à Anti-Aging, par exemple. Par exemple, qui fait partie du groupe Informa, qui est aussi propriétaire d'Informa. Et Anti-Aging, ils sont là depuis 20 ans. Je crois qu'ils ont fêté leurs 20 ans cette année. Voilà. Je sais qu'ils sont hyper attachés à Monaco, mais ils font aussi d'autres salons, puisqu'ils ont un portefeuille, ils ont cloné leur événement dans plusieurs endroits du monde. Si un jour, ils n'arrivent plus à loger l'événement parce qu'il doit trop grandir ou pour des raisons de coût, s'ils doivent le déménager, ça sera faisable. Ce qui est moins le cas pour le yacht show, du yacht show. Ouais. Voilà. Parce qu'on ne transporte pas le port ailleurs. Non. Et le pays, ce qui attire... Alors, ce qui est à la fois le paradoxe, puisque c'est... aujourd'hui, on est challengé sur les prix, parce que c'est une réalité économique, malheureusement, qui est vraie partout.
ça reste aussi, à l'instar d'autres grandes villes internationales que peuvent être Miami, New York, Londres, Paris, ça reste des villes qui sont chères. On a une offre d'hébergement qui est réduite, parce que tout simplement par rapport à la taille du pays. Et on a des hôtels... On n'est pas à 3000 chambres sur Monaco. C'est ça, ce qui est un vrai challenge. Voilà, quand on calcule, ça fait pas beaucoup. C'est un vrai challenge pour nous aujourd'hui sur un événement comme le Yacht Show. Donc souvent, voilà, nos clients nous ménagent pas. Il faut être réaliste, malgré le fait qu'ils reconnaissent, ils sont hyper exigeants, plus que jamais. Et je pense que le Covid a accentué cette tendance d'hyper-exigence. Moi, des fois, ça irrite, mais d'un autre côté, ça prouve aussi que le salon est très important pour eux. C'est-à-dire que s'ils n'étaient pas... s'il n'était pas important pour eux, ils ne viendraient pas nous challenger et ils iraient ailleurs. Donc, mais à un moment donné... Ils auraient un peu d'indifférence, en fait. C'est ça. Voilà. Ils auraient plus d'indifférence sur la qualité globale ou l'offre globale ou sur les prix. Ils auraient plus d'indifférence que ce qu'ils en ont aujourd'hui s'ils n'étaient pas intéressés par Monaco. Exactement. Après, ils essayent des fois de nous laisser penser qu'on a un pouvoir qu'on n'a pas, c'est-à-dire réguler les prix de la place de marché, de l'offre hôtelière, des restaurants. Donc ils nous disent tout est trop cher. C'est pas comme Monaco, il y a aussi une situation inflationniste c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à des coûts qui ont explosé. L'électricité, par exemple, 2023, l'électricité, j'ai des budgets, des dépenses qui ont doublé, c'est-à-dire 100% d'augmentation. Donc, et le Yacht Show n'a pas changé de taille. Et on n'a pas doublé de taille. Absolument pas. Mais c'est une réalité économique, donc c'est pas le Yacht Show qui décide ça. On s'insère dans un écosystème économique national et je dirais même là, dans ce cas-là, international. Oui, parce que les prix de l'électricité ne sont pas fixés par Monaco. Voilà. Donc on jongle avec tout ça, avec ces attentes qui sont très exigeantes, avec ils nous poussent dans nos retranchements, et ce qui fait qu'il y a une pression sur notre équipe qui est hyper forte, de se dire... moi, je sais que depuis toutes ces années, bien évidemment, on est ravis quand on a des très bons commentaires après le salon, comme c'est le cas cette année. Après le Yacht Show, ça a été dithyrambique. La revue de presse est incroyable. Voilà. Ouais. Mais tout de suite, je me dis, la pression, pour l'année prochaine, il faut qu'on fasse mieux. c'est ce que j'allais vous dire. Tout au long de ces années, comment la directrice générale gère cette pression? Parce que vous avez beaucoup parlé de votre équipe, mais il y a un chef dans cette équipe qui prend des décisions, qui choisit les orientations, qui insuffle la dynamique. Comment vous vivez ça, vous, à titre personnel? Est-ce que cette pression, elle est source de dynamique pour vous, ou c'est un poids que... C'est peut-être un peu des deux, d'ailleurs. C'est un petit peu des deux. Je suis quelqu'un qui est perfectionniste, qui veut toujours bien faire et mieux faire. J'ai appris aussi à grandir en tant que chef d'entreprise, où je me suis retrouvée du jour au lendemain directrice de la société. Et Luc, je me rappelle, m'avait dit à l'époque... t'inquiète pas, tu verras, tu as les capacités de le faire. Donc... il avait vu ça en vous, lui. Je travaillais avec pendant 12 ans avec Luc. Donc, il vous connaissait bien, ouais. Il me connaissait bien. Clairement, si ça t'était arrivé au tout début, bien évidemment que j'aurais pas eu les capacités, parce que on a beau faire des études, on a beau faire un bac+5, moi j'ai une solide base qui me sert aujourd'hui. Avant l'école de commerce, j'avais fait un IUT de gestion des entreprises et des administrations, donc côté comptabilité, finance. J'ai quand même des outils que je considérais à l'époque comme des outils, et clairement pas une fin en soi pour moi, en tout cas. Mais clairement, cette base, elle est bonne. Mais c'est vrai que quand on est étudiant, moi à l'époque, j'avais des amis dans la promo qui me disaient non, mais on va autant quand on sort sur le marché du travail, mais je veux avoir au moins ça comme salaire. Mais ça me faisait doucement rigoler. On reste des jeunes qui, avec chacun nos capacités, mais tant qu'on n'a pas mis un pied dans l'entreprise et fait plusieurs années dans une entreprise, on ne connaît pas grand-chose. C'est ça, on a tendance à se dire quand même que, alors plus encore dans l'événementiel que... Parce que le cœur de votre métier, on parle beaucoup de yachting, mais le cœur de votre métier, c'est l'événement quand même, c'est l'événementiel. Donc, plus encore dans l'événementiel que dans d'autres corporations, on a quand même l'impression que l'expérience vaut beaucoup plus que toutes les années d'enseignement qu'on peut recevoir.
Je vais avoir du mal à vous dire par rapport à d'autres secteurs, puisque finalement, toute entreprise gère des projets. D'une certaine manière, même si on n'appelle pas ça événement, chaque entreprise à différentes échelles peut avoir des projets internes de plus ou moins longue durée. Voilà. Mais clairement, l'expérience, elle est indispensable. On apprend, et moi qui étais sur le terrain, on en rigole parfois, mais j'ai des collaboratrices qui m'ont rejoint il y a... Par exemple, j'ai ma responsable technique qui gère le terrain, qui pendant des années a été mon fournisseur. Elle travaillait dans une autre société. Et à un certain moment, elle a été licenciée et donc elle a rejoint mon équipe. Et elle peut en témoigner. Les premières années où j'étais sur le terrain, j'étais quelqu'un de voulant toujours bien faire, hyper stressée. Et je mettais beaucoup de pression aux gens et je ne le faisais pas toujours de la bonne manière. Parce que je suis assez... je peux être sèche. Voilà. J'en tire aucune gloire et bien au contraire. Un jour, leader. Oui, mais ça me faisait beaucoup souffrir parce que au fond de moi, je suis quelqu'un qui suis bienveillante et qui suis clairement respectueuse des personnes et qui veut bien faire. Et ça dépassait. C'était un petit peu la jeunesse. Il ne faut jamais sous-estimer le poids du stress sur notre comportement quand même. Voilà. Et je sais que les premières années, après le salon, on me disait « Gaëlle... c'est pas possible, t'as vu comme tu nous as parlé, etc. » Et j'en souffrais beaucoup et je m'excusais et je disais mais c'est vraiment pas méchant, c'est pas que j'étais pas, c'est que c'était la jeunesse et ça c'est en fait un travail qui se construit encore aujourd'hui. Tous les jours je me dis est-ce que je fais bien, je prends une décision, est-ce que je réfléchis, est-ce que quand on gère une équipe, ce qui n'est pas simple tous les jours aussi. Non, parce que ce sont des humains. Voilà, tout à fait. Il y a des ressentis, il y a des événements, il y a des dommages collatéraux, il y a plein de choses. Exactement. Et je suis toujours en train de me poser la question, jamais répondre, et ça je l'ai appris au fil des années, jamais sur l'instant, réfléchir et se dire est-ce que c'est la bonne décision ? Si je dis ça, est-ce que ça va être bien perçu ? Et ou si il faut le dire, aussi oser le dire. Parce que dans un monde idéal, quand on est, en tout cas c'est mon tempérament, quand on est chef d'entreprise, on a envie que nos équipes soient épanouies, on a envie qu'ils soient bien, on a envie qu'ils soient contents de leur travail, qu'ils soient contents des conditions de travail dans lesquelles ils travaillent, tout simplement parce que quelqu'un qui est épanoui et content va encore mieux travailler. Et c'est le but d'un chef d'entreprise de faire que ce soit ça. Sauf que ça, c'est sur le papier. Ça, c'est le monde idéal. Voilà, et la réalité est pas toujours comme ça pour tout le monde, et c'est pas une généralité, mais c'est comme ça. Et il faut aussi savoir des moments recadrer quand c'est nécessaire. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps, qui est pas simple. Pas simple. J'ai appris, quand on est souvent seul. En fait, on est à la fois, le Yacht Show, c'est une équipe. Je veux dire, moi toute seule, je sers à rien. Mais par contre, au poste de direction, on est souvent seul parce que on n'est pas toujours compris, on est vu comme celle qui doit décider. Mais oui, mais celle qui saute s'il y a un jour un gros problème, c'est moi. Oui. On dit toujours, si quelque chose ne va pas, c'est pas à la personne qui a fait cette chose qui va pas qu'on va s'adresser, c'est au chef. Et vous parlez de cette solitude. Est-ce qu'il y a un moyen, quand on est dans cette position et qu'on se sent seul, est-ce qu'il y a un moyen d'équilibrer un peu les choses ? Est-ce que vous avez trouvé un truc pour équilibrer, pour vous sentir un peu moins seul ou pas ? Déjà, être bien entouré. Donc, j'ai la chance dans cette équipe qui maintenant est de 20 personnes d'avoir des managers qui m'accompagnent depuis pas mal d'années. Vous êtes très fidèle, hein ? C'est pas moi qui suis fidèle. Je pense que c'est un mix, c'est-à-dire comme j'ai toujours dit, ce qui est rigolo dans cette équipe, c'est qu'au fil des années, certains, quand même, ça arrive aussi, ont bougé. Et souvent, ils venaient me voir, mais souvent, j'ai eu le cas de collaborateurs qui sont restés beaucoup d'années et qui venaient les larmes aux yeux, presque gênés de dire « je pars ». Et moi, ce que je leur ai toujours dit, bien évidemment que certaines fois, j'étais triste de les voir partir au fond de moi. Mais d'un autre côté, je leur ai toujours dit « mais c'est une entreprise, c'est-à-dire il faut que ça soit épanouissant. Tu as passé, souvent, c'est des personnes qui étaient là pendant 4, 5, 7, 8 ans, même plus. C'est normal aussi d'avoir envie de faire autre chose, de bouger. Je veux dire, je ne le voyais pas comme quelque chose de négatif. Au contraire, de dire, je le comprends. Ouais. Et ce qui est très drôle, c'est que certaines fois, des personnes, je suis restée en contact avec plusieurs personnes qui après coup, j'ai eu beaucoup de plusieurs personnes un retour en disant « Ah, c'était bien le Yacht Show ». Et certains parlaient encore plusieurs mois, voire plusieurs années après, ils parlaient du Yacht Show en disant « nous ».
Et se reprenaient. Alors, certaines personnes continuent à travailler pour nous au moment du yacht show, d'ailleurs, qui, selon leur activité, s'ils se sont pris une société de service à nom personnel, ils reviennent nous aider sur le salon. Et ils disent, dis donc, autant d'années après, je continue à dire nous. Et ça, pour moi, c'est une réussite. C'est-à-dire de me dire, voilà, je vois que des gens, pendant qu'ils étaient chez nous, ils étaient épanouis. Et ils ont aimé ce qu'ils ont fait quand ils étaient yacht show. Après, c'est pas 100% des cas, je vais être honnête. Je veux pas non plus décrire une société qui est le monde des bisounours. C'est pas. Après, chacun trouve sa place ou pas. Certains restent moins longtemps. Maintenant, après le Covid, on voit quand même des nouvelles générations arriver qui ont plus envie de bouger, beaucoup envie de voyager. J'ai beaucoup de jeunes qui viennent et puis qui disent « je veux faire le tour du monde ». Donc oui, c'est ça. Voilà, c'est des nouvelles tendances auxquelles nous, en tant que chef d'entreprise, on doit s'adapter. Et surtout pas regarder ça en se disant c'était mieux avant, les jeunes maintenant, parce qu'il y a aussi des jeunes très compétents qui arrivent. Et là, on en a un actuellement à qui j'ai autorisé de partir quelques mois faire un voyage à l'autre bout du monde, en disant si tu reviens, je te reprends. On fait un congé sans solde. Donc là, il va revenir au mois de mai. En lui disant quand même qu'il ne pouvait pas me faire ça tous les ans, mais que là, ça s'est fait et j'ai accepté, parce que c'est un jeune qui vaut vraiment le coup, qui a une maturité à 24 ans que j'ai rarement vue, qui est hyper professionnelle. Et j'ai dit, écoute, ça peut s'organiser. La manière dont on travaille sur son équipe, sur son pôle, était réalisable. Son manager était d'accord. Et j'ai dit, OK. Donc, ça existe quand même des solutions. Parce que là, on parle beaucoup de management, mais il n'y a pas que les événements qui évoluent. Il y a aussi, vous le disiez, depuis le Covid, il y a aussi un style de management qui évolue beaucoup. Et on trouve aujourd'hui des solutions qu'on ne trouvait pas avant, quand même. Oui, ça existe. Après, faut être très honnête aussi, et moi, ils le savent au bureau, la toute flexibilité, par exemple, le télétravail est arrivé en force, tout le monde trouvait ça extrêmement génial. Je le comprends, donc nous, ça l'a mis en place pour une partie de l'équipe. Maintenant, à limiter quand même. Ça, après, c'est chaque chef d'entreprise qui voit son. C'est pas une comment dire, une vérité en soi établie. Je pense que chacun, par rapport à son équipe, par rapport à son métier, peut décider si c'est faisable, pas faisable. Moi, aujourd'hui, on a trouvé un système qui fonctionne, mais où je n'irai pas non plus au-delà, parce que finalement, c'est un travail d'équipe qui est hyper dense, qui va, au fil des semaines, plus on s'approche de l'été, être de plus en plus lié, c'est-à-dire qu'il y a énormément de réunions les uns les autres, et à la limite, les réunions vidéo ont leurs limites. Ça fonctionne pour une partie, mais souvent, quand il faut, dans l'instantané, échanger, quand on est tous ensemble, c'est pratique. Ou en tout cas, les équipes ensemble. Là, vous dites, au fur et à mesure de l'été, ça va s'intensifier. Donc, c'est quoi le rythme de l'équipe du Yacht Show ? Est-ce qu'elle a un moment où c'est un peu plus calme dans l'année, ou c'est parce qu'on imagine, donc le Yacht Show, c'est fin septembre, début octobre. C'est fin septembre, donc on est 5 semaines sur le terrain, la semaine du Yacht Show compris, 3 semaines de montage, semaine du Yacht Show, 10 jours de démontage. Donc ça, c'est le pic. Ça, c'est le pic. Le pic de l'année. On est sur le terrain. Donc on est sur le terrain à partir de fin août, début septembre, jusqu'au 10 octobre à peu près. D'accord. Et après, on a la phase de finalisation de l'événement. Donc, bien évidemment, tous les rythmes sont différents pour mes équipes. Mais on est en démontage, mais après, surtout débriefing. Gros débriefing interne sur les équipes techniques, le côté logistique. Ouais. Donc, notre travail en tant que producteur d'événements. Débriefing avec nos clients. Un retour d'expérience de tout le monde. Donc là, nos équipes commerciales sont sur le pied de guerre. On va aussi aux États-Unis, sur le salon de Fort Lauderdale, pour les voir en qui est juste après, qui est fin octobre. Ouais. Donc on se déplace une partie, faut se déplacer là-bas pour voir nos gros clients. Et donc vraiment, octobre, novembre, c'est cette grosse phase débriefing. Et puis, comme toute entreprise, période de budget de l'année suivante, période de conseil d'administration. On arrive à la fermeture annuelle à Noël, on ferme 15 jours. Heureusement, pour une grande partie de l'équipe, on est revenu sur des rythmes, on est sur l'année sur des rythmes de travail normaux, hebdomadaires, administratifs, 39 heures par semaine. Il n'y a que l'été où ça monte en charge progressivement en termes de volume horaire beaucoup pour les managers. Bon, septembre, je compte pas. Septembre, c'est intense pour tout le monde, ça c'est normal. Et après, au milieu de tout ça, moi, je suis toujours à fond toute l'année.
Donc quand Mais les gens me disent j'étais en train de me ça doit dire- être tranquille en ce j'étais en moment, train- voilà. pas J'étais en train de vraiment. me dire, mais quand est-ce que Gaëlle, quand est-ce que vous soufflez en fait? Alors, Je dis pas vous reposer, hein. Quand est-ce que vous oui, soufflez? oui, mais j'ai connu des époques du yacht show jusque des années autour de 2015-2016 où on avait quand même des rythmes de travail, et moi compris, qui étaient plus, on va dire, classiques, on va dire, sur certaines périodes de l'année. Moi, c'est plus vraiment le cas. Un challenge remplace un autre, parce qu'au milieu de tout ça, bon, ça heureusement, ça n'arrive qu'une fois tous les X, mais on doit déménager l'entreprise dans 2 semaines. Ah, Voilà. très bien. Donc, au cas où j'avais pas assez de travail, voilà. Donc, bon, c'est en cours, mais C'est pareil. c'est une décision du groupe ou c'est Pas du tout. On avait 2 locaux depuis pas mal d'années et un va être vendu. Ah, et très on bien. nous a demandé de quitter un des 2 locaux, mais un nécessitait donc qu'on déplace toute l'entreprise. Toute l'entreprise. Puisqu'il y avait moitié de mes équipes dedans. Donc, j'ai trouvé une solution. Donc, ça a été une énorme source de stress. Et dernièrement, mes managers m'ont dit, mais pourquoi tu n'as pas partagé? Pourquoi tu ne nous as pas dit? Et je leur ai dit, mais vous imaginez, je reçois un courrier recommandé, vous devez partir. Est-ce que vous me voyez descendre dans les bureaux en disant, oh là là, c'est la cata, il faut qu'on déménage? Et vous m'auriez demandé, mais on fait quoi? Et je vous aurais dit, je sais pas. Et donc, j'ai pas fonctionné comme ça. C'est-à-dire que j'ai reçu le courrier, j'ai tout de suite activé mon réseau à Monaco de trouvant une solution. Et quand je leur ai donné l'info, je leur ai dit, voilà, il y a un problème, il y a une solution. Le problème, on doit déménager. La solution, c'est que j'ai trouvé un nouveau locaux. Des nouveaux locaux. Et en fait, ils m'ont reproché d'avoir été hyper occupée à la fin de l'année parce que j'avais en parallèle la vie d'un chef d'entreprise, beaucoup de travail avec notre maison mère sur les stratégies, sur les prix, sur les budgets, etc. Ils m'ont dit, ah, mais tu ne faisais pas des... On fait des réunions toutes les semaines avec mes managers. On a mis ça en place depuis 2 ans. On fait un point, chacun donne sa météo, parle des enjeux de son activité. Et c'est vrai qu'à la fin de l'année, je ne l'ai pas fait. Mais je ne pouvais pas leur dire ce qui se passait. C'est ça. Et après, je pense que là, maintenant, ils ont compris. Mais mon rôle, c'est aussi de les épargner. C'est-à-dire que les stress que j'ai dans un cas comme ça... Pour optimiser leurs résultats, effectivement, de temps en temps, il faut un peu les épargner. Mais c'est surtout que ça aurait été, je pense, pas professionnel de tout de suite leur dire, leur mettre le stress que moi j'ai eu, parce que j'ai clairement pas dormi pendant plusieurs jours. Et oui, parce que les gens peut-être qui nous écoutent ne se rendent pas compte, mais trouver des surfaces pour installer des bureaux à Monaco, c'est pas simple. Hein. Non. C'est pas simple, c'est quand même une équipe de 20 personnes. Il n'y a pas de place, il n'y a pas d'offre. Voilà. Quand on a une grosse équipe, parce que 20 personnes, avec là vous avez des postes de travail, hein, c'est pas un open space qu'on partage. Non, hein, non. Voilà, c'est quand même compliqué. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est une réalité monégasque. Hein. C'est une réalité monégasque. Et puis tout de suite, j'ai trouvé une solution, heureusement j'avais une bonne étoile, dans le même immeuble. Ah, ça c'est bien, voilà. ça. Donc ça c'est juste... Ils changent pas leur parking, voilà, il y a plein de trucs. Parce qu'en fait, quand on déménage une entreprise, c'est ça, c'est de me dire, mon Dieu, ceux qui viennent en train, si on doit aller à Fontvieille, ils vont perdre plus de temps. Ceux qui ont des parkings, qu'ils ont mis 10 ans à obtenir et qu'on change de quartier, c'est la cata, ils auront jamais la place. Donc j'étais en stress énorme, mais total. Non, c'est sûr. Hein. Et du coup, quand j'ai trouvé ça... C'est une partie logistique, c'est presque comme le salon, là. Hein. Ah oui, c'est la logistique. C'est du Rubik's Cube, hein. Ah, mais puis un déménagement, alors après, ce qui est plus simple, c'est mettre des classeurs dans un carton. Hein. Ouais. Déménagement pour une entreprise, ouais. Il y a une partie administrative qui est assez lourde et qui fait partie. Alors, je fais pas tout toute seule, bien évidemment, mais à la base, tout l'initial, tous les sujets, dès que ça touche à côté finance, etc., je suis aux manettes. Alors, après, des fois aussi, parce que c'est mon défaut de dire. Sur la fin, là, maintenant, je dis, là, il faut que je les laisse faire maintenant. La partie, ils ont pris mon relais. Mais il y a un peu le côté, au départ, de dire, oh là là, le temps que j'explique, je vais arriver plus vite de le faire moi. Mais... Est-ce que, alors, là, vous parlez de votre quotidien d'administration, de management, mais est-ce que ça vous arrive sur le salon, ça? De dire, parce que on a cette image d'Épinal, on se dit, quelqu'un qui a vu grandir son salon, j'ai presque tendance à dire votre salon. Non, c'est pas mon salon. Mais quelqu'un qui a vu grandir un événement comme ça, il est passé certainement du « je fais presque tout ». À un moment donné, quand c'était petit, c'était beaucoup ça, parce que c'était un petit salon. En fait,
remettre en place la moquette, aller chercher l'eau. Là c'est le petit, c'est plus de dire maintenant, si je vois un petit détail, je vais pas être le genre à dire je touche plus, je vais faire, puis si c'est des fois plus long d'appeler quelqu'un pour faire que bouger toi-même une barrière ou replacer une plante qui s'est cassée la figure avec le. Mais ça c'est anecdotique. Là, la période de transition qui a été hyper compliquée pour moi, ça a été au moment où je suis devenue directrice. Parce qu'en fait, quand je suis devenue directrice, on change de position. J'avais déjà cette chance, moi j'ai une chance énorme, c'est que Luc m'a véritablement fait confiance assez vite et je proposais des choses, des évolutions, des idées et il s'appuyait beaucoup sur moi, ce qui fait que j'avais déjà beaucoup d'autonomie. Je reportais de tout ce que je faisais, mais tout ce qui était logistique, à partir du moment où le yacht show a commencé à grandir, il m'en a laissé m'en occuper avec nos fournisseurs. Donc, j'ai pas été inquiète de savoir si derrière, j'allais pas savoir faire. Par contre, passer d'être numéro 2 à numéro 1, il faut accepter de lâcher les choses. Et ça, j'ai mis un certain temps, parce que quand je suis la première année, j'ai continué en direct à gérer, par exemple, nos plus gros clients, les échanges quotidiens, les plus gros chantiers, les brokers. Et à un moment donné, je me suis dit, non, là, il faut que j'arrête. Il faut que je passe la main à mes équipes. On avait accord, quand je suis devenue directrice, on n'était pas nombreux. On était 8, donc c'était une petite équipe. Ah ouais, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Ah non, pas du tout. Et donc, voilà, c'est vrai, et je le vois, je l'entends de la part de mes managers, certains qui ont eu l'habitude de beaucoup travailler dans d'autres expériences plutôt seuls et qui étaient aux manettes, au projet événementiel, donc agence d'événementiel, les choses comme ça. Ils me le disent, j'ai du mal à lâcher, à faire confiance. Ça, moi, j'ai véritablement passé un cap. Il a fallu un petit moment, mais je fais entièrement confiance à mes managers. ils ont beaucoup d'autonomie parce que de toute façon, c'est la base. C'est-à-dire, ils m'interpellent et je suis présente dans tout ce qui est décision stratégique ou décision je suis très regardante sur les coûts. Donc, je valide les coûts. Mais ça, on a l'impression que budgétairement, vous tenez les cordons. Les cordons de la bourse, oui, je le reconnais clairement. Et je pense que c'est ça c'est une des missions qui m'est donnée par le groupe. Et pour moi, c'est hyper important. Je négocie tout quand il y a des changements. Même le déménagement, un déménagement, c'est pas anodin dans un budget non plus. Je remonte les manches et je négocie avec les anciens bailleurs, avec les nouveaux bailleurs. Voilà, pour moi, c'est important. Vous parlez du groupe. Est-ce que la maison mère, vous parlez de la maison mère tout à l'heure, est-ce qu'ils sont très interventionnistes ou pas ? Depuis le Covid, plus qu'avant. Beaucoup plus qu'avant, jusqu'au moment du Covid, sincèrement. Alors, on est branchés 24 heures sur 24, c'est-à-dire que toute notre finance est gérée par Londres, donc nos services financiers. Donc, ils sont à Londres, hein. Ils sont à Londres, donc ils ont un remontée d'informations permanente. Donc, ils n'avaient pas vraiment besoin de m'appeler pour savoir comment ça allait. Oui, il y a des outils informatiques sur lesquels ils suivent. Il y a des tableaux de bord, voilà, etc. Tous les tableaux de bord, ils ont. Donc, on avait des points réguliers avant le Covid. Mais le Covid a été un facteur changeant beaucoup. Où ils ont forcément, en situation de crise, et c'est normal, un groupe va devoir être beaucoup plus présent pour travailler avec moi et mes équipes pour voir les décisions à prendre, qu'est-ce qu'on devait faire. Donc, je pense que c'est assez normal. Après, ça a changé pour moi aussi. Moi, j'ai toujours rendu des comptes, donc ça m'a jamais posé de soucis, mais c'est pas simple parce que ils sont pas présents, ils sont pas. Alors, c'est pas la réalité ils sont pas quotidienne. À Monaco, ils connaissent pas forcément. Après, au fil des années, ils ont le CEO du groupe a changé en 2014, donc lui maintenant il connaît bien Monaco. Il vient régulièrement à Monaco. Il a des échanges avec à haut niveau. Au niveau du gouvernement, au niveau du palais. Donc là, maintenant, il connaît bien l'écosystème aussi monégasque. Mais au début, c'était pas forcément le cas. Donc j'ai beaucoup expliqué. J'ai dû transmettre énormément d'informations. C'est toujours ce qu'on dit. On dit toujours avec Monaco, il y a toujours un choc des cultures à un moment donné. Hein. C'est vrai que moi, je parle toujours du bout de ma ficelle. C'est-à-dire ce que je connais, c'est Monaco. Je connais pas les autres places internationales. Qu'est-ce que travailler à Paris, travailler à Londres, tout ça, je connais pas.
Mais moi, j'avais pour moi, ma plus-value, c'est que je leur ai amené énormément d'informations factuellement en disant voilà comment on travaille, voilà les relations qu'on a, voilà comment, et en totale transparence pour qu'ils voient aussi au quotidien comment on est organisé, structuré, les échanges qu'on peut avoir avec le gouvernement. Le Yacht Show, c'est une bible. On fait plusieurs grosses réunions annuelles avec tous les services de l'État, avec la mairie, et on est en transparence avec l'État, on fournit un document de plus d'une centaine de pages au printemps pour montrer nos process, comment on est organisé, comment on travaille, quelle est la procédure logistique appliquée pour organiser le Yacht Show en ville, pour faire venir tous les camions. Pour moi, c'est pour montrer la complexité du Yacht Show qui n'est pas toujours palpable par tous. J'entends souvent, il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça. Ça, c'est... Et même moi, des fois, quand mes équipes, et pourtant je connais le terrain, mais certaines fois, ils me disent « Viens, descends sur le port ». Parce que forcément, maintenant, je suis un peu moins, ce qui est une grande frustration, mais j'ai appris à vivre avec. Les premières années où il fallait que je sois un peu moins sur le terrain pendant le montage, je bouillais dans mon bureau en me disant « Je vais aller voir ». Mais j'ai appris à moins le faire pour les laisser faire parce qu'ils savent très bien faire et que chacun son rôle. Au moment du Yacht Show, ils sont à la manette, ils le font très bien et ils m'interpellent quand il y a des problèmes et c'est très bien comme ça. Mais voilà, donc pour montrer, et on travaille très très bien avec le gouvernement, avec les services qui sont impliqués et j'ai cette chance en montrant pour moi, en étant transparent sur nos enjeux qui sont hyper complexes au niveau logistique, c'est aussi de dire voilà, moi je vous cache rien, je suis en transparence, ce que je vous dis c'est notre réalité, j'en garde pas sous le pied et là je suis arrivée à la limite. Là, aujourd'hui, on est arrivé à... Alors, le Yacht Show ne va pas grandir puisqu'on a atteint la taille maximale sur le port. Mais on est arrivé Vous construisez des quais. On construit des étages. C'est vrai qu'on commence à monter en étage, mais on est arrivé à la limite faisable logistique et on alerte souvent, et on a depuis des années, en disant « Attention, voilà, aujourd'hui, le Yacht Show, on sait faire. » Et c'est peut-être certaines fois, et on l'a déjà dit, mais finalement, vous en sortez toujours. Mais il ne faut pas que ça se retourne contre moi, c'est-à-dire contre nous en fait. C'est-à-dire que oui, on s'en sort parce qu'on on a la chance d'être accompagné par des équipes, la mienne, et des fournisseurs qui nous sont fidèles depuis des années et qui, au moment du Yacht Show, sur le bout des sont doigts, investis, mais à 3000%, et c'est leur événement aussi. Et il y a une espèce d'engouement, c'est une histoire de... C'est vraiment rigolo, hein. Sur le Yacht Show... il y a une émulation. Par exemple, je pense à nos équipes. On a beaucoup de personnel sur le salon, des hôtes, des hôtesses. Certains viennent tous les ans. Et là, dernièrement, j'avais vu passer sur les réseaux sociaux de notre fournisseur, Monte Carlo Accueil, ils ont fait un poll, une enquête en disant quel est votre événement préféré à Monaco. Et ce qui ressort, c'est le Yacht Show, avec le Grand Prix. Mais le Yacht Show, on voit les commentaires, c'est vraiment, c'est génial. Et en fait, ils adorent venir bosser. Et c'est pas simple, hein. Pour moi, les personnes qui viennent bosser sur le Yacht Show, c'est pas des plantes vertes. Hein. Oui, ça doit pas être simple. Ça, on imagine que ça doit pas être simple. Parce que ce qu'on perçoit au fur et à mesure de notre discussion, d'abord, c'est qu'il y a un très gros degré d'exigence. Cette exigence qui est dictée par le résultat nécessaire et impératif, ça c'est sûr, on comprend. Hein, il y a un poids, vous n'êtes pas seul, il y a un groupe au-dessus de vous. Donc certainement, il y a des comptes à rendre et des résultats à fournir. Ça, c'est certain. Et on se dit aussi, il y a une forme de pression qu'on sent dans ce que vous dites, parce que on se dit aussi, tout ça ne tient qu'à la performance à chaque fois renouvelée, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... on ne peut pas se reposer sur ses lauriers. On ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Moi, en fait, c'est mon credo. Dans ma vie professionnelle, je me suis toujours dit deux choses. On ne se repose pas sur ses lauriers et tout le monde est remplaçable. C'est-à-dire que je pense que si j'avais pris la grosse tête à un moment donné à me regarder dans le miroir en disant « c'est génial ce qu'on fait », j'aurais perdu. Et je suis absolument pas comme ça. Je me rends toujours compte, quand le Yacht Show arrive, en fait, notre métier, il est très... il y a quand même beaucoup d'administratifs. Enfin, on est dans des bureaux, on est devant nos ordinateurs, on est sur des plans, on gère une dose de détails que peu de gens peuvent imaginer qu'on gère. C'est-à-dire, quand on connaît pas l'événementiel, alors ceux de l'événementiel savent. Ceux qui travaillent dans ce métier-là savent. Même s'ils gèrent des événements différents, ils savent. Ceux qui ne le sont pas ne le savent pas, et je ne leur reproche pas. Mais moi, j'ai souvent eu, au fil de ces années, dans des interviews, des gens qui me disent, mais avec beaucoup d'innocence, «
mais sinon, vous faites quoi pendant l'année ? Ou une partie de l'année où, alors des fois, ils anticipent en disant, au fil de l'année, bon, on se doute quand même qu'il y a beaucoup de travail, mais qu'est-ce que vous faites ? Et il y a eu une époque, je faisais des blagues en disant, très sérieusement, en disant, oh bah, de toute façon, nous, c'est 6 mois, puis les autres 6 mois, moi, je pars avec ma famille et on va à Tahiti. Et en fait, je me suis retrouvée une ou deux fois avec des gens en disant, ah, mais c'est génial. Et je dis, non, mais en fait, c'est une blague. Hein. Alors, c'est bien que vous parliez de votre famille parce qu'on a beaucoup parlé de travail, on a beaucoup parlé d'investissement personnel, on a beaucoup parlé de stress professionnel. Comment ça se passe de l'autre côté ? Est-ce qu'il y a un moment où Gaëlle Talarida ferme le bureau et passe à autre chose ? J'ai une famille, j'ai 2 enfants en pleine adolescence, donc 15 ans et 10 ans. Et vous avez fait ça en même temps que le salon des dents ? Ah bah alors, j'ai fait très fort, c'est-à-dire que quand je suis devenue directrice, mon fils avait 6 mois. Puisque c'est pas moi qui ai choisi, donc d'une certaine manière, c'est lui qui m'a dit je m'en vais et j'ai pas choisi le timing, donc... Et c'est pas simple. Je vais être très honnête, c'est pas simple. J'ai la chance d'avoir un conjoint qui est un super papa, très investi, qui prend à bras le corps énormément de choses, et notamment les devoirs des enfants. Ça m'arrange. Je n'aime pas faire ça. Je suis pas très patiente pour les devoirs, donc ça m'arrange bien. Non, c'est vraiment une histoire de... une fois encore, c'est une histoire de travail d'équipe, d'une certaine manière, hein, pour la logistique pure et dure. Après, je vais être transparente, c'est pas simple. Tous les jours, je me pose des fois des questions. Est-ce que je suis pas à côté de la plaque ? Est-ce que je suis pas en train de louper des choses ? Parce que c'est vrai que c'est un travail très prenant et certaines périodes ont été compliquées parce que plus que d'autres. Là, j'avoue que depuis le Covid, je me fais une raison. Je me dis qu'en fait, il y a eu comme une accélération des problèmes d'une certaine manière à gérer. Et que je ne sais pas si ça va s'arrêter à un moment donné. C'est-à-dire qu'un volume ne cesse d'augmenter, en fait. Voilà, un challenge en remplace un autre. Les années avant Covid, alors soit j'ai un petit peu oublié, mais je pense qu'il y a beaucoup de résilience là-dedans. On oublie parce que le Youth Show n'a jamais été quelque chose de simple à organiser. J'ai toujours eu des challenges variés, mais là, intrinsèques à Monaco, intrinsèques à l'industrie, intrinsèques à l'équipe qui en remplaçait. Je pense que j'ai une capacité de résilience hors norme. Je m'en aperçois. En fait, ces problèmes-là parce que je me remets beaucoup en question tout le temps. Alors ça peut paraître, il y en a qui vont peut-être pas me croire, mais c'est vrai, j'avais pas beaucoup confiance en moi pendant beaucoup d'années et toujours pas certaines fois. Alors je me soigne entre guillemets, mais je me remets toujours en question. Et conjuguer la vie de famille avec une vie professionnelle intense, c'est pas simple. C'est des challenges, c'est des reproches de la famille. Ouais. C'est des réflexions. C'est des réflexions. C'est des rendez-vous manqués. C'est des rendez-vous manqués. Après, pour moi, un impératif, c'est toutes les vacances que je prends comme un salarié, 5 semaines dans l'année, c'est avec mes enfants, on voyage, je suis passionnée de voyage, donc je vais pas refuser. Enfin voilà, je prends pas. Et ce qui serait probablement quelque chose que je devrais apprendre à faire maintenant, je n'ai jamais pris un jour de congé sans mes enfants. Et maintenant, je me dis que de temps en temps, de prendre un jour que pour moi, ça serait pas du luxe. Vous inquiétez pas, le temps faisant, c'est eux qui vont vous dire prends les congés sans nous. Oui, pour l'instant, et comme ils aiment bien les voyages qu'on fait, je pense qu'ils vont encore s'accrocher un moment pour le plus grand. On verra, mais voilà. Non, c'est pas simple. C'est pas simple. Après, le côté, je sais pas comment font les autres. Je pense que d'avoir des responsabilités professionnelles qui sont les miennes et à la fois à être dispo, passer aussi le côté, voilà, on rentre à la maison, on est stressé. Vous utilisez le mot disponibilité et je crois c'est que mental aussi. Voilà, c'est mental. C'est une disponibilité mentale. Voilà, c'est pas que le temps dédié, tout à fait. Voilà, c'est aussi, vous pouvez être un dimanche matin tranquille à la maison et pourtant vous n'êtes pas disponible. Après, ce que j'ai appris à faire depuis que j'ai les enfants, et ça a été par contre un changement, c'est qu'avant d'avoir les enfants, j'arrivais quand même à travailler le week-end, l'été, pour le Youth Show. Et moi, je n'avais rien demandé, mais de toute façon, voilà, Luc m'a jamais dit il faut que tu travailles en plus. Mais c'était avant, le Youth Show était plus petit, mais on était moins nombreux. Donc, c'était. Depuis que j'ai eu les enfants, à part au moment du Youth Show, je travaille plus le week-end. Donc, ça, bon. Ouf, on a l'impression que c'est une performance. Voilà. Après, le soir, je finis plus tard, ça c'est vrai. Mais on se met des objectifs. Voilà, j'ai réintégré depuis l'année dernière plus de sport dans mon quotidien parce que c'était un impératif de santé.
Quand je me suis dit, il va falloir que je le fasse, je me disais, je vais jamais y arriver. Et j'y suis arrivée. Donc, une étape de passé. Et maintenant, vous voyez que vous finissez toujours par trouver la solution. Hein. Voilà. Après, là, je m'étais dit, les bonnes résolutions de 2024, j'essaye de pas finir à 20h tous les soirs. Bon, pour l'instant, c'est un peu foutu. Avec le déménagement au milieu. Mais voilà, je suis quelqu'un, moi, je pense que vous l'avez compris, je suis passionnée par ce que je fais, par mon métier. Je vais pas compter, je vais pas être présente pour être présente et après pouvoir pouvoir dire j'ai beaucoup travaillé. Non, je rends des comptes à personne. Si aujourd'hui dans mon monde idéal, si j'arrivais à finir à 6h tous les soirs, là ça serait la prochaine étape de me dire, en faisant tout ce que je dois faire, là ça serait vraiment un objectif de dire juste au moins réduire quand même un peu les horaires parce que c'est beaucoup et que oui, on se pose des questions. On se dit, est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que je vais pas le regretter? Est-ce que je vais pas me faire reprocher par mes enfants à un certain moment de ne pas avoir été présente? Exactement. Et ça me tourmente. Il y a des moments où oui, ça me tourmente parce qu'il y a des moments où je suis pas présente avec mes enfants et c'est pas simple. C'est pas... voilà. Je pense que vu de l'extérieur, des fois, je peux être un peu jugée comme un robot en disant, de toute façon, tout ce qu'elle aime, c'est bosser. Oui, j'aime mon métier, mais c'est pas si simple. C'est pas simple. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Parce que là, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Alors, là, j'ai compris. On vous souhaite du temps avec les enfants. Un peu plus de temps, voilà. Hein parce que vous me dites le yacht show est arrivé au max. Donc en max en taille. Après, pas en projet. En fait, le projet, la surface, il est à taille maximale, mais le projet en tant que tel, non. Il peut évoluer encore. Bien sûr. Ah ben voilà. Donc pour ça, je m'inquiète pas. On est en tribulation, toujours en réflexion permanente pour améliorer le projet en tant que tel, le contenu, le format, et ce qu'on rajoute comme prestation, de service, tout ça. Donc ça, clairement, c'est l'objectif de toujours écouter un marché raisonnablement et de pouvoir faire évoluer un projet. Parce que pour moi, ce projet, ça dépasse les intérêts du groupe Informa. Ouais. Enfin, je me sens... C'est ce qu'on comprend. Je suis d'ici, je suis de Cap d'Aille, j'ai fait mes études à Monaco, je suis pas enfant du pays, je suis pas monégasque, mais je me sens une responsabilité véritable d'agir pour le pays. Je suis hyper attachée à Monaco et pour moi, j'ai pas la sensation de travailler que pour une entreprise privée. Pour moi, c'est vraiment pour Monaco. Quelque part, la prédominance, en tout cas, hein, c'est ce qu'on dit maintenant. On dit il y a 2 grands événements dans l'année à Monaco, avec tout le respect pour les autres. Hein. Bien sûr. C'est le Grand Prix et le Yacht Show, notamment en termes de clientèle et de débordement sur les activités annexes. Hein, c'est-à-dire que le Monaco qui travaille dit le Yacht Show, c'est devenu le 2e événement, si c'est pas le premier en termes de consommation de Monaco. Donc effectivement, on comprend que ça fasse une passerelle entre. On travaille pas que pour l'événement, on travaille aussi pour le pays qui l'accueille. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc voilà, je dirais plus de temps personnel. Parce que je le mérite largement et que je pense qu'une vie... Après, voilà, chacun définit son curseur, il n'y a pas de règle. Le curseur de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, j'ai envie de dire, c'est hyper personnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle établie, de c'est comme ci ou c'est comme ça. Mais j'aspire peut-être, à être un chouïa quand même plus équilibré, à avoir un tout petit peu plus de temps pour moi. Parce que, à part, je voyage, donc ça, c'est ce que j'adore, mais au-delà de voyager, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Alors, on vous le souhaite. Et on est d'autant plus flattés que vous ayez passé un moment avec nous. Parce que, du coup, on est conscient du fait que ça a pris sur le moment du reste, hein, que ce soit de la maison, de la famille ou du travail. Et puis surtout, on se donne rendez-vous en septembre. On espère qu'on vous retrouvera à ce moment-là. Ah ben j'y suis. Qu'on fera un petit débriefing avec vous. En tout cas, c'était très sympa. Merci beaucoup. Merci.